Bien le bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Quel plaisir de vous retrouver en ce matin pour ce tout nouveau numéro. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis bien entendu en compagnie de mon co-animateur et après les autres vont nous rejoindre étant donné que nous avons deux invités sur ce plateau, n'est-ce pas Willy? Bonjour. Exactement, bonjour Blondine, bonjour messieurs, bonjour également à chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Après la pluie, c'est le beau temps, naturellement. Exactement. Même si ce n'est pas le cas, on espère quand même que vous portez très bien. Toutes nos pensées positives à ceux-là qui sont dans les zones à inondation actuellement. Nous pensons fortement à vous. Pour l'heure, nous sommes là pour Plateau du Bien-être et c'est parti pour une heure d'ambiance. Une heure d'ambiance sur SOS Docteur TV et comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de deux invités. Nous allons parler de la tuberculose étant donné que nous sommes également en période de pluie. Je pense que le sujet vient à point nommé. Nous sommes en compagnie du professeur Gafarou Badamassi. Il est coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue dans le plateau du bien-être. Merci. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Le plaisir est partagé. Également sur ce plateau pour nous accompagner, Monsieur Essazimna Kadonga. Il est surveillant du laboratoire national de référence pour la tuberculose. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci. J'espère que vous vous portez bien. Oui, très bien. Nous allons parler ce matin de la lutte contre la tuberculose. Alors déjà, je vais vous demander de nous éclairer sur ce que c'est que la tuberculose parce que beaucoup de personnes entendent parler de la tuberculose mais ne savent pas exactement c'est quoi la tuberculose. Donc vous allez nous parler de la tuberculose, de ses symptômes et voilà également de comment ça se transmet. Monsieur Gadanga, vous pouvez y aller. Ok, merci. Merci madame. D'abord, merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez pour vraiment partager ce thème avec la population. Ok, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui est causée par le bacille de Koch que tout le monde connaît, mais que nous appelons scientifiquement le Mycobacterium tuberculosis. Alors, la tuberculose se transmet uniquement par voie respiratoire. Elle se transmet par voie respiratoire suite à un malade de tuberculose qui aurait toussé ou éternué. Et quand il le fait, il émet des bacilles qui sont là des gouttelettes de sa salive dans l'air qui peuvent être inhalées par un homme sain qui serait à ses côtés. Donc c'est pourquoi on le dit, cette transmission de la tuberculose, c'est par voie respiratoire. Ça ne se transmet pas ni par des poignées de main ou par des rapports sexuels ou autres. Non. La tuberculose se transmet uniquement par voie respiratoire. Voilà. Alors, comment se manifeste la tuberculose? Alors, ce qu'on connaît comme le premier signe que tout le monde connaît, c'est la toux. Mais au-delà de la toux, nous avons la fièvre persistante sur le patient, la fatigue. On a aussi, si le cas s'aggrave, on peut avoir des douleurs thoraciques. On peut avoir aussi du sang dans les crachats du patient. Wow. Parfait, ça marche. Et moi, j'enchaîne tout de suite pour vous demander quelle est aujourd'hui la situation de la tuberculose au Togo. Est-ce que vous avez par exemple des chiffres récents sur le nombre de cas, les personnes touchées ou encore l'évolution en général de la maladie? Monsieur Badamassi. Professeur. Oui, merci. Ah bah, professeur, excusez-moi. Non, c'est la même chose. D'accord. Et par rapport aux chiffres, je peux dire que pour l'année 2025, puisque nous avons les informations pour chaque année dans l'année suivante. Donc pour l'année 2025, nous avons eu 3347 cas de tuberculose déclarés et notifiés. Et il faut savoir que parmi tous ces cas, c'est les cas de tuberculose
pulmonaires qui sont toujours les plus fréquentes. Vous savez qu'il y a deux types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire qui est la forme qu'on connaît plus et qui est vraiment la cause des transmissions, comme mon collègue l'a dit. Là, c'est ceux qui sont contaminés, ceux qui ont la tuberculose pulmonaire, c'est eux qui contaminent les autres. Mais il y a aussi la tuberculose extra-pulmonaire. La tuberculose qui peut toucher tous les autres organes du corps. Et ça commence toujours par une contamination par voie respiratoire. Et puis après, ce bacille-là, qu'on appelle le BK, peut aller rester dans tous les autres organes. Et lorsqu'on est immunodéprimé, ça peut déclencher dans cet organe-là. Donc on a eu 3347 cas pour l'année 2000. Il faut savoir que chaque année, le cas augmente. Parce que comme la population augmente, le cas augmente, donc nous allons venir à ça pour voir comment est-ce que nous allons le dépister. Justement, parlant de dépistage, on sait que le dépistage est très important pour pouvoir prévenir la tuberculose. Alors j'aimerais savoir quels sont les moyens mis au point par le programme national de lutte contre la tuberculose pour justement aider la population à pouvoir se faire dépister, surtout avoir l'information, parce que tout passe par l'information. Oui, c'est justement à ça qu'on allait venir. On sait que on a mis en place tout un arsenal de moyens pour pouvoir dépister la tuberculose dans la population générale. Le premier moyen, c'est que nous avons au Togo 90 CDT. Les CDT, c'est les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Donc, il y en a 90 au Togo. Ce sont ces centres-là qui sont dotés de personnel bien formé, qu'on appelle le point focal de tuberculose, et aussi d'un laboratoire qui peut faire le diagnostic de la tuberculose. Et donc, dans ce centre-là, il faut savoir que le Togo fait partie des pays où la couverture de ce centre-là est vraiment, disons, très élevée en termes de couverture. C'est-à-dire que normalement, l'OMS dit que on doit avoir un CDT pour 150 000 ou 200 000 habitants. Vous voyez? Si on a 90 CDT, ça veut dire que nous sommes, enfin, et on a une bonne couverture par rapport au CDT pour le Togo. Donc c'est un très bon moyen qui fait que quand les gens toussent, ils peuvent aller dans ces centres-là. Maintenant, toutes les formations sanitaires également du Togo, les plus de 1000 formations sanitaires qui sont au Togo, sont aussi formées et outillés pour pouvoir participer à ce diagnostic. Par exemple, une infirmerie ou bien une USP, une unité de soins périphériques, comme on dit dans le centre le plus reculé, une infirmerie. Quand quelqu'un vient et tousse, même s'il n'a pas de laboratoire, il a le crachoir, il peut prélever le patient et envoyer. On a un système de convoyage des prélèvements. Il peut envoyer dans un CDT. Donc, il n'est pas obligé de dire au malade d'aller et le malade va refuser parce que c'est trop loin. Non, ils peuvent prendre le prélèvement et envoyer dans un CDT pour que le diagnostic soit posé. On va lui informer et le patient peut être traité même en étant directement chez lui parce que toutes les dispositions sont prises. Maintenant, il y a le côté laboratoire. Sur ce côté-là, je vais laisser, il est le responsable du laboratoire national de référence. Parce qu'une fois que les prélèvements sont faits, il faut que le labo... C'est lui qui s'en charge. Voilà, il va nous dire le nombre de labos et tout ça. Comment est-ce que le réseau de laboratoire fonctionne. Ok, merci coordinateur, merci madame, monsieur. Et par rapport au laboratoire, il y a eu une bonne stratégie organisée qui a été mise en place par le programme national de lutte contre la tuberculose. D'abord, il y a eu mise en place d'un réseau de laboratoires sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous avons plus de 160 laboratoires répartis sur toute l'étendue du territoire qui assurent le diagnostic de la tuberculose. Alors, tout ce réseau est coordonné par le laboratoire national de référence qui assure les formations, la détermination des outils à utiliser pour le diagnostic de la tuberculose. Alors, à part la mise en place de ce réseau, il faut doter ces laboratoires des équipements performants, ce que le programme a fait avec l'appui de l'État et de ses partenaires. Alors aujourd'hui, on peut se réjouir que tous ces laboratoires ont été dotés en équipement de très bonne performance. La preuve aujourd'hui, si vous prenez le laboratoire national de référence, c'est un laboratoire accrédité par la norme ISO 1589, ce qui montre que vraiment le travail dans le diagnostic de la tuberculose au Togo
est bien coordonnée et faite de façon de qualité. Alors, après, comme l'a dit le coordonnateur, il faut former les prestataires pour la qualité de prestation des soins. Et il faut aussi parler d'une stratégie qui a été mise en place, dont il a touché, c'est le système de transport des échantillons pour éviter que les patients se déplacent beaucoup. Alors, donc vous allez voir qu'au niveau du pays, aujourd'hui, si on prend à l'heure actuelle, même dans les semaines, dans cette semaine, il y a aussi une dernière stratégie qu'on dit, c'est la stratégie avancée dans les zones endémiques, où les districts sanitaires vont vers la population quand on sait que dans cette zone, il y a beaucoup de cas de tuberculose pour vraiment dépister le plus rapidement. Donc, comme de façon globale, c'est la stratégie. Mais techniquement, il faut comprendre que le dépistage de la tuberculose se fait par les crachats. Le patient émet essentiellement les crachats, surtout, qui sont analysés aussi bien par la microscopie comme par la nouvelle technique de biologie moléculaire qui est le GeneSpec, qui se retrouve dans tous les districts sanitaires. Voilà. Donc aujourd'hui, de façon globale, il faut comprendre que le réseau de laboratoires au Togo est bien doté en équipement, avec du personnel bien formé, et se retrouve dans tous les districts sanitaires pour le diagnostic de la tuberculose. Parfait. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un peu de la prise en charge de façon générale, d'accord? Si, par exemple, quelqu'un est diagnostiqué positif de la tuberculose, comment se fait la prise en charge? C'est-à-dire, le traitement est-il accessible? Quelles sont donc les dispositions prises pour garantir donc l'efficacité de cette prise en charge-là, professeur? D'accord, merci pour la question. Dès que la personne est diagnostiquée positive pour la tuberculose, le centre qui l'a diagnostiqué le confie à un CDT, puisque la prise en charge se fait à partir des CDT. Même si c'est une USP ou bien une clinique qui a fait le diagnostic, il adresse le patient, même si le patient doit même rester chez lui, c'est un CDT qui lui envoie les médicaments. Donc c'est l'un des 90 CDT qui prend en charge le patient. Donc ce traitement dure pour la tuberculose pulmonaire 6 mois. C'est-à-dire que 2 mois durant lesquels il va prendre des comprimés qui sont assez gros. Ces comprimés contiennent en fait 4 médicaments. Donc c'est gros pendant 2 mois. Et puis pendant 4 mois, il va prendre des comprimés plus petits en fonction du poids de la personne. Et c'est à la fin des 6 mois que on peut déclarer la personne comme guérie de la tuberculose. Surtout quand c'est la tuberculose pulmonaire, à la fin du 2e mois, on lui demande de faire le crachat pour contrôler, voir est-ce qu'il y a encore le BK dans ces crachats. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, on continue. La plupart du temps, il n'y en a pas parce qu'il a très bien fait le traitement. On continue et à la fin du 5e mois, on lui demande encore. Et à la fin du 6e mois, on lui demande encore. Et quand il n'y a plus de BK dans les crachats, on le déclare guéri de la tuberculose. Donc maintenant, pour les autres tuberculoses, les autres formes, comme on appelle la tuberculose extra-pulmonaire, il y a certaines formes, notamment les formes qui touchent les nerfs. On appelle ça la tuberculose neuroméningée, ou bien qui touchent les os. En ce moment-là, le traitement va aller à 12 mois. Donc, il ne faut pas que les gens se disent qu'on a dit 6 mois à la radio ou bien à la télé, et puis c'est fini. Donc, il y a certaines formes où on peut aller jusqu'à 12 mois. Ça dépend en fait de la nature de la tuberculose. Donc le CDT va expliquer quelle forme vous avez et puis on vous traite et le traitement est totalement gratuit. D'accord. De toutes les manières, on sait très bien que la prévention, elle est très importante. La prévention reste un pilier fondamental contre la lutte contre la tuberculose. Alors, quel conseil ou bien quelle action mène le programme pour pouvoir aider la population à réduire ou bien à prévenir les risques de contamination? Très bien. Comme le disent les Anglais, prevention is better than cure. Exact. Parce que Exactly. C'est vraiment le fondement du programme, ça. Le programme est créé pour prévenir. Ce n'est pas forcément. On traite aussi pour pouvoir prévenir. Parce que en traitant ceux qui ont la tuberculose,
vous empêchez qu'il contamine D'autres d'autres personnes. personnes. Exact. Donc c'est pour ça qu'on demande à tous ceux qui toussent. Donc notre première stratégie, c'est de dépister le plus tôt possible les gens qui toussent. Et que la personne qui tousse, ce n'est pas la peine que la toux, le terrasse ou bien la toux s'aggrave. Non, dès qu'on tousse, on dit souvent, parce que quand tu tousses aujourd'hui, demain, bon, c'est pas un problème, tout le monde ne va pas aller donner, mais quand la toux dure déjà 2 semaines, c'est pas normal que tu n'ailles pas à l'hôpital, puisque le Togo est assez couvert par rapport à l'offre de dépistage de la tuberculose. Toutes les formations sanitaires l'offrent et les 90 CDT aussi également sont là pour coordonner ça. Et donc, il faut systématiquement, et c'est la sensibilisation. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est le plus grand objectif de ce que nous sommes en train de faire, c'est ça. Il faut que la population sache que quand on touche et que ça, la toux ne finit pas et ça fait 2 semaines, c'est pas normal d'aller. Il ne faut pas penser que quand vous allez à l'hôpital, vous allez payer avant que... Non, vous pouvez aller à l'hôpital, vous dites que on a dit à la télé que je peux venir, je touche, je veux le crachoir pour cracher, je ne veux pas payer de consultation. La personne qui refuse, on n'a qu'à appeler le programme national de lutte contre la tuberculose pour dire telle formation sanitaire a refusé de donner le crachat et demande d'abord la consultation. Non, l'État a dit c'est gratuit. Donc, donnez-moi le crachoir, je crache et vous envoyez là où il faut. Ça doit pouvoir passer sans payer la consultation. Donc, c'est la sensibilisation qui est vraiment le cheval de bataille pour que la population puisse profiter de cette offre-là pour pouvoir faire dépister la tuberculose. Nous avons encore d'autres formes des formes plus avancées, comme M. Kadanga l'a dit, quand on est dans une situation, par exemple, de détresse où les gens, vous savez, dans le Grand Nord, dans la savane, les gens, il y a des populations, nos compatriotes qui sont déplacés à cause des difficultés sécuritaires, donc ils se sont accumulés dans des zones. Donc on offre des campagnes de dépistage avancées pour ces gens-là. On offre systématiquement et régulièrement, chaque mois on va et on recueille tout le crachat, c'est tous les toucheurs. On fait la même chose également dans les prisons. Vous savez que les prisons, le système de détention fait que les gens sont, disons, amassés dans plusieurs dans une petite chambre. Et donc, systématiquement, on va également à la prison civile de Lomé chaque trimestre. On voudrait le faire plus chaque jour même, mais chaque trimestre, on va là-bas et on dit tous ceux qui toussent, on prélève leur crachat et on analyse. Et dans les autres prisons, il y en a 15 au Togo, le 16 je pense, et les autres prisons, on va tous les 6 mois et on recueille tous les cracheurs et tous les crachats et puis on analyse et ceux qui sont contaminés, on les met sous traitement. Donc il y a des stratégies comme ça pour pouvoir améliorer le dépistage. D'accord. Alors pas vous en tant que personne, vous en tant que programme national de lutte contre la tuberculose, vous étiez donc sur la 2e édition du Salon de la Santé, la dernière fois, la semaine dernière au CITEF. Alors déjà, on comprend à peu près l'importance de votre présence parce que tout ce que vous avez développé tout à l'heure, c'est quand même normal. Mais je voudrais savoir quelle activité ou bien quel service ou bien vous avez proposé aux visiteurs qui étaient là en guise de sensibilisation ou encore d'information. Je pense que c'est... Ah, M. Kadanga. Il était plus présent que moi. D'accord. Alors, nous vous expliquons. Que ce soit moi, mais en tant que coordonnateur, il sait ce que nous sommes. Bien sûr, parce que c'est un carnet, c'est un cahier de charge, il sait très pertinemment. D'accord. On va dire, lui, il a coordonné. Vous étiez sur le terrain, les émissions. Voilà. Ok, merci. Le salon de la santé était à sa 2e édition. L'année dernière, nous y étions. Et cette année, nous sommes là. Nous avons participé. C'est une grande opportunité pour des services comme nous. Parce que c'était l'occasion pour le programme national de lutte contre la tuberculose de faire connaître le programme et de ses différents démembrements dans les districts sanitaires. Alors, il fallait que la population sache qu'il y a un service qui s'occupe de la tuberculose et qui a des démembrements sur toute l'étendue du territoire national. C'était déjà un point important. Le deuxième point, il fallait faire connaître la tuberculose
à la population. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je me rappelle, j'étais là-bas, un monsieur demande, mais il y a la tuberculose encore. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient que la tuberculose n'existe pas. Vous avez eu des chiffres. Chaque année, le programme dépiste plus de 3000 cas. Ça veut dire qu'il y a de la tuberculose. Il y a la tuberculose dans toutes les régions du pays. Il n'y a pas un coin aujourd'hui où vous allez vous dire qu'il n'y a pas la tuberculose. Il y a la tuberculose. Donc il faut que nous fassions connaître la tuberculose à la population. Leur faire connaître c'est quoi la tuberculose, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour la dépister et la traiter. Donc c'était l'occasion pour nous d'orienter aussi peut-être des patients suspects vers les zones où il faut aller se faire dépister et se faire prendre en charge. C'était donc pour nous une opportunité pour une sensibilisation. Une sensibilisation, et comme on est ici, c'est l'opportunité. On voit là le rôle aussi des médias qui étaient là pour nous aider à faire connaître la tuberculose à la population. On peut dire de façon résumée les points clés pour lesquels nous étions à ce salon. Parfait. En tout cas, on espère vivement que le message soit passé également sur ce plateau dans cette émission. J'espère que le message est en train de bien passer. La tuberculose existe et c'est très important de se faire dépister. Alors nous tendons tout droit, tout lentement vers la fin de cet entretien. Nous n'allons pas finir sans vous demander de nous dire un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour les inciter à pouvoir venir se faire dépister parce que le dépistage, c'est la clé. Je commence. Oui, allez-y. Bon, à nos chers frères, sœurs, parents, en fait, c'est pour résumer ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. La tuberculose existe bien au Togo. Et la tuberculose existe vraiment au Togo et on a tendance à penser que la tuberculose n'existe pas parce qu'on est plus ou moins aisé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la tuberculose, il y a des populations qu'on dit populations clés et vulnérables à la tuberculose. C'est qui ces populations-là? C'est ces populations qui vivent dans des conditions actuelles qui les rendent plus, disons, atteignables par la tuberculose. Ces populations, on les a identifiées. Au fait, ce sont nos compatriotes les plus pauvres du pays. Parce qu'ils ne se nourrissent pas bien, ils sont malnutris, et donc leur immunité n'est pas assez, ne répond pas assez contre la tuberculose. Je précise ici pour dire que vous pouvez avoir le BK dans votre corps. Quand on prend tous les Togolais, quand on dit que le Togo est un pays endémique pour la tuberculose, c'est parce que le Togo, que tous les jours, tous les mois, sur toute l'année, n'importe quand et n'importe où vous avez la tuberculose. Donc nous avons tous rencontré une fois la tuberculose et c'est dans notre poumon. Mais comme nous avons une bonne immunité, ça ne s'éclore pas. Et nos compatriotes là qui sont plus pauvres, qui mangent mal, qui n'ont pas mangé suffisamment, eux, leur corps, leur immunité n'est pas forte et ils font la tuberculose. Nos autres compatriotes qui sont immunodéprimés par le VIH. C'est pour ça que tout le monde doit connaître son statut VIH et se faire traiter. Il y a le programme national de lutte contre les hépatites virales et le VIH et les maladies sexuellement transmissibles qui est là et qui offre le traitement du VIH gratuitement depuis 2008. Et donc quand on fait le test, parce que vous pouvez avoir le VIH mais vous n'avez aucun symptôme. Et c'est le jour où le VIH vous a totalement déprimé, vous allez faire la tuberculose, une tuberculose grave, qu'on va maintenant découvrir votre tuberculose, VIH. Et c'est pas bon, vous pouvez mourir. Donc c'est pour ça qu'on doit connaître, chacun doit connaître son test. Pour pouvoir. Donc il y a d'autres populations comme les diabétiques. Nos parents diabétiques, nous-mêmes diabétiques, nous devons, le diabète aussi ne fait pas mal. Vous devez aller tester à partir d'un certain âge, faire le test de glycémie pour voir si je suis diabétique. Parce que ça peut se révéler par la tuberculose. Parce que votre corps est rendu, disons, dissimmunitaire par le diabète, mais vous faites la tuberculose avant qu'on le sache. Donc, toutes ces populations-là, et les populations carcérales, j'en ai déjà parlé, nos frères et sœurs qui vivent malheureusement dans les ghettos et qui fument la cigarette, les drogues et tout ça, et qui vivent mal, eux aussi, c'est des populations vulnérables. Ceux qui sont amassés
dans des chambres comme à Ponokpa, mais les portefeuilles qui vivent à plusieurs, donc pour vivre à plusieurs, c'est pas bon. On doit pouvoir régler ces problèmes-là parce qu'ils se contaminent entre eux. Donc, c'est éviter de se mettre dans cette condition-là qui favorise la tuberculose. C'est ça qui est le message que je dois apporter à la population. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, Monsieur Kadonga, nous allons nous tourner vers vous pour vous demander quel est votre message à l'endroit de la population togolaise qui est en train de nous suivre présentement. Oui, merci. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Alors, pour mettre fin à la tuberculose, mon message va d'abord vers nous, les prestataires de soins. Nous devons réagir vite et bien devant tout patient qui présente une toux ou des signes liés à la tuberculose et conduire le patient vers le laboratoire. Mon message va à la communauté. La communauté doit agir devant tout cas de tout. Parce que c'est eux qui doivent dire, toi tu tousses, il faut aller vers la formation sanitaire parce que ceux qui sont autour de lui peuvent l'aider à aller vers la formation sanitaire. Ça va aussi individuellement à toute personne parce que il faut, dès que vous toussez, il faut aller vers une formation sanitaire. Car aujourd'hui, l'État togolais, en collaboration avec ses partenaires, a mis tous les moyens de diagnostic et de prise en charge. Et les deux, il faut comprendre que les deux sont gratuits. Le dépistage et le traitement de la tuberculose au Togo sont gratuits. Et personne ne doit avoir peur d'aller vers une formation sanitaire en se disant je n'ai pas de moyens. Alors, mon dernier groupe à qui je dois m'adresser, c'est à vous les médias. Vous devez nous aider. Parce que c'est par vous que la population peut connaître ce qui se passe avec la tuberculose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous nous aidez et c'est ce que vous êtes en train de faire en nous invitant sur ce podium pour pouvoir parler de la tuberculose. Donc, c'est en gros pour moi le message et il faut comprendre, la population sache que plus tôt on est dépisté, le traitement sera facile et il n'y aura pas de séquelles. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec le professeur Gafarou Badamassi, qui est coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, et également avec monsieur Essazimna Kadonga, qui est surveillant du laboratoire national de référence pour la tuberculose. Et nous avons eu à parler de la lutte contre la tuberculose. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette émission, en espérant vous revoir très prochainement. Pour continuer la sensibilisation, bien entendu. Ce sera avec plaisir. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause musicale pour les raccompagner et nous retrouvons toute l'équipe juste après. À tout de suite.
Voilà, donc de retour dans cette émission. Nous sommes en compagnie de Ezekiel maintenant, William. Oui, bien sûr, on a été rejoint au plateau par Ezekiel, la deuxième partie de cette émission, avec toute l'équipe, voilà, représentée en une seule personne, une seule entité. Cher Ezekiel, bonjour et bienvenue. Bonjour Blandine, bonjour William, bonjour à nos chers amis du fidèle plateau du Bien, c'est un plaisir d'être encore avec vous ce matin. En tout cas, j'ai suivi les échanges très intéressants, la sensibilisation sur la tuberculose au Togo qui est très intéressante. On espère que vraiment vous avez tiré le meilleur en tout cas les meilleurs conseils du coordonnateur, de son assistant, en tout cas venu ici vous prodiguer des conseils et puis en tout cas faire la sensibilisation sur ce sujet qui est toujours sensible. Ça fait un moment. Hein. Exactement. Ouais. Ça fait très longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment parce que. Ça fait 2 ans. J'ai un peu disparu. Ces 2 dernières semaines. Dans cette émission, plus rien ne m'étonne. Soit c'est Willy qui part pour 2 semaines. Ouais, mais il n'y a que moi qui suis présente. Ouais, c'est pour la bonne cause. Mais bon, c'est toujours. Il n'y a que moi qui suis présente. C'est toujours pour servir ailleurs que exactement. Donc voilà, dites-vous que voilà, même si on s'en sort un peu, c'est toujours la bonne salut de l'autre côté. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, j'étais sûre et certaine que quand on a demandé cette émission, vous avez dit, oh, donc il n'y aura pas de causerie aujourd'hui. Oh, il y aura bel et bien une causerie. C'est juste après le jingle. On remarque que de nos jours, les jeunes ne veulent plus se mettre en couple. Pas que les jeunes, hein, même les gens qu'on appelle généralement les blessés de guerre. Ils n'ont plus du tout envie de se mettre en couple. Alors, on va parler ce matin du célibat. Est-ce que c'est un choix personnel ou bien c'est une peur d'aimer? C'est là le thème de notre causerie de ce matin. Le célibat moderne, choix personnel ou peur d'aimer? Voilà. Est-ce que vous êtes en couple? Ezekiel et William. Quelle question intrusive, ça. Ça, c'est... Quelle intrusion. Bon. Est-ce que vous êtes en couple? Bon, moi, je bondis tout de suite sur la question pour te dire que... Ce qui est mieux d'ailleurs. Oui, pourquoi nous sommes là d'ailleurs. Exactement, qui est d'ailleurs le point principal du sujet du jour. On dit qu'en fait, filles, comprenez. C'est relatif. Ouais, pour moi, c'est relatif hein, parce qu'on parle de choix personnel et en même temps peur d'aimer. C'est relatif, ça dépend de ce qui est la cause. Voilà, on va dire la cause principale du célibat. De toute façon, on peut forcer personne à se marier. Tout le monde a ses réalités. Tout le monde a ses ambitions. C'est vrai que pour certains, c'est soit ils ont un objectif de carrière, par exemple faire les études à un niveau avant de pouvoir maintenant s'engager sur la vie sentimentale ou conjugale. Pour d'autres, c'est bon, peut-être ça dépend aussi. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des déceptions voilà, amoureuses assez cycliques dans leur vie, au point où finalement ils sont plus pour écouter, même quand on dit mariage, quand leurs oreilles écoutent ça, c'est compliqué. Donc il y a ce cas aussi, et il y a peut-être le cas où les gens ont décidé ou bien ont choisi volontairement d'être célibataire parce que bon, il y a les difficultés aujourd'hui. Tu as parlé de célibat moderne. Je pense que bon, je comprends finalement, le thème est bien choisi parce qu'aujourd'hui il y a les difficultés économiques également qui s'imposent. Il y a beaucoup de choses, donc bon, les gens préfèrent d'être carrément célibataire pour réduire un peu les charges. Bon, c'est pas comme si quand vous êtes seul aussi, ça va réduire. Hein. Mais bon, au même moment, on sait que même quand on se marie, bon, on peut se marier et être aussi célibataire. Ça, c'est moi qui le dis, entre griffes. On peut se marier et se sentir seul et être célibataire. Donc, je pense que c'est relatif. Ça dépend de la vie ou bien, c'est pas, de l'opinion, de la conception de tout un chacun, simplement. De toute façon, on peut pas forcer. Certes, il y a les pressions, il y a les pressions sociales, il y a aussi des préjugés, la famille qui te pousse, bien maman qui te dit, ouais, j'ai besoin d'un petit-fils, d'une petite fille, il y a ci et ça. Mais c'est vous seul qui savez votre évolution, bien ce que vous visez exactement. Quand le moment sera là, les personnes donc peuvent décider à aller l'autre bord de façon conjugale. Sinon, bah, ça reste toujours relatif. Voilà.
Oui, mais moi je pense que ce sujet est quand même intéressant parce que c'est vraiment une réalité, hein, comme tu l'as mentionné, c'est débat moderne parce que c'est pas un truc qu'on voyait souvent avant. Enfin, je disais pas là avant, mais avec Ouais, mais c'était le pas peu de pareil. partage, voilà, le peu de Ouais. partage que j'ai eu avec les personnes qui ont vécu cette temps-là, ben, on se rend compte très vite que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et moi je pense que ça peut être aussi un peu des deux, hein, ça peut être un peu non seulement la peur d'aimer, mais aussi un choix personnel. Comme William l'a dit, il y a des gens qui ont des objectifs plus importants que juste le fait de se mettre en couple ou d'être avec quelqu'un et de faire leur vie avec. Et il y a aussi des personnes qui justement ont vécu des choses et qui ne veulent plus les revivre, donc par peur de les revivre ces mêmes choses-là, souvent négatifs, donc ne veulent pas en tout cas se mettre en couple. Maintenant, après, moi je pense que le mot moderne va faire la différence aussi dans ce sujet parce que la Gen Z elle-même fait beaucoup moins de choses que ce que la génération d'avant faisait. Par exemple, on a appris que cette génération, alors qu'on dit souvent qu'aujourd'hui les jeunes, par exemple, boivent beaucoup d'alcool, d'après des études, c'est pas le cas. C'est-à-dire que cette génération boit moins, cette génération va par exemple moins au rapport sexuel que la génération d'avant. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pour dire que il y a beaucoup de choses qui se font de moins en moins par rapport à ces choses-là dans cette génération que dans celle d'avant. Donc moi je dis que oui, il faut savoir aussi ce qu'on veut dans la vie. Et si c'est un choix personnel, vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez aussi à peu près combien de temps ça peut vous prendre pour pouvoir régler ce que vous avez à régler avant de penser à ces choses-là. Il y a d'autres qui disent que ça n'intéresse pas, hein. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, moi je pense que je suis une personne qui qui n'est pas forcément capable de partager sa vie entière avec quelqu'un. Et c'est tout à fait ok. Voilà, ça peut arriver. Si vous pensez comme ça, si vous vous connaissez assez pour savoir que c'est ce qu'il vous faut dans votre vie, allez, moi je pense que ça va. Vous n'êtes pas obligé d'être... on dit souvent que lorsqu'une personne dit qu'elle ne veut pas se mettre avec en couple avec quelqu'un, c'est soit parce qu'elle doit aller au couvent, justement, les garçons doivent aller au séminaire, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui sont célibataires juste et qui vivent pleinement leur vie sans aucun regret. Donc moi je pense que voilà, c'est beaucoup plus un choix personnel pour cette génération, parce que je pense que cette génération a beaucoup trop de pression d'un autre côté, d'une autre partie de leur vie qui fait que voilà, c'est plus difficile pour eux de supporter la présence d'une autre personne dans leur vie. Parce que quand on s'engage avec quelqu'un, il faut justement le faire pleinement, sentir la présence de la personne dans votre vie, aussi montrer à la personne que voilà, on est en couple, je tiens à toi, attention, etc. Alors que est-ce que là, par exemple, ce n'est pas une fuite de responsabilité? La fuite de responsabilité, est-ce que c'est pas plutôt une connaissance de soi? Moi, je dirais parce que si je sais pour moi, c'est une fuite de responsabilité parce que... Moi, par exemple, aujourd'hui, si je sais que en me mettant en couple avec quelqu'un, c'est une pression pour moi de tout le temps, alors que je ne suis pas prêt à le faire. C'est-à-dire que c'est pas que je n'ai pas envie de le faire, mais je ne suis pas encore prêt à le faire. Donc, je me dis que bon, est-ce que je suis obligé de continuer dans ce truc-là, ou le mieux c'est pas d'attendre lorsque je serai prêt, lorsque j'aurai les idées claires par rapport à ça, le faire. Bon, fuite de responsabilité, moi je pense que ça, c'est plutôt lorsque vous vous engagez que vous ne le faites pas. Là, vous fuyez les responsabilités parce que vous allez accepter de vous engager avec quelqu'un, mais vous ne respectez pas, entre guillemets, les codes de la relation que vous entretenez avec cette personne. Là, vous fuyez la responsabilité de porter de l'attention, ou d'aimer la personne, ou de sentir sa présence, ou bien de vous être présent dans la vie de la personne. Bon, c'est la manière dont je vois les choses. Maintenant, après, je pense qu'il faut toujours trouver un compromis, mais pour moi, il faut rester aligné avec voilà, ce que vous avez dans vos objectifs, ce que vous voulez accomplir, ou encore, voilà, comment est-ce que vous vous sentez, c'est ce genre de relation, comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer ce genre de trucs. C'est très important. Moi, en tout cas, je ne me mettais jamais de pression pour être avec quelqu'un si non seulement la personne ne m'apporte rien. C'est aussi la présence de la personne dans ma vie ne change rien, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça n'apporte rien, ça sert à rien. Et si la personne va encore devenir un poids déjà sur ma vie qui est déjà due, c'est deux fois plus mort qu'on voit un peu. Donc il y a des gens qui ont dit qu'ils préfèrent leur comment dire, solitude leur solitude dans laquelle ils sont à l'aise que d'être dans une relation où c'est des problèmes à chaque fois. Ils ont tout à fait raison, moi je trouve. Donc je pense que pour cette génération particulièrement, c'est de plus en plus un choix personnel de ne pas se mettre en couple. Bon, oui, c'est un choix personnel, mais est-ce qu'on ne pourrait pas
essayer de réfléchir et de changer un tout petit peu les choses, parce que j'ai bien fait de dire que c'est le célibat moderne, parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui n'aimeraient même pas entendre parler du mariage, alors que ils ne se sont jamais essayés à la chose. Il y a à côté la pression de la famille, certes, il y a la pression de la population tout entière, parce qu'arrivé à un certain âge, quand tu es par exemple un boss dans une entreprise, tu es bien calé et tout ça, et on ne voit aucune femme rôder autour de toi. On se pose assez de questions, on se dit bien, lui, est-ce qu'il est de l'autre bord? Parce que, bon, il y a énormément... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, je ne sais pas, un compromis, se dire que oui, on va essayer d'abord avant? Parce qu'il y a des gens qui sont calés là-dessus. Je ne veux pas me mettre en couple, je ne veux pas avoir des enfants. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Est-ce que c'est une bonne chose en fait? Moi je ne vais pas aller jusqu'à dire que par exemple le fait de ne pas vouloir le mariage ou encore de s'engager n'est pas est une bonne chose. Mais je n'ai pas regardé les statistiques non plus, mais est-ce qu'aujourd'hui les mariages, les projets de mariage réussissent de plus en plus qu'avant? Question. Moi, je pense que non. Et je pense que dans nos entourages, on fait vraiment la remarque de ce constat. C'est-à-dire que les mariages réussissent de moins en moins. C'est-à-dire que les mariages d'avant perdus plus que ceux de maintenant. Et à quoi est dû cela? À quoi est dû cela? Je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais je pense que c'est parce que certains codes ont changé en termes de mariage, de relations, qui font que justement les jeunes ont de moins en moins envie. Et si dans l'entourage allez, prenons 10 jeunes, voilà, 10 jeunes en tout cas, autour duquel il y a eu par exemple un mariage chacun et que le mariage échoue, ben, on a 10 jeunes sur 10, qui ne veulent pas forcément vivre la même chose et qui vont faire beaucoup plus attention. Donc je pense que c'est pas forcément une réticence au mariage, mais c'est plus aujourd'hui une méfiance qui ne dit pas son nom et qui amène parfois les gens dans un... Allez, on se protège d'une manière, on se dit que est-ce que moi si je vais aller rentrer dans ça et vivre ça. C'est pas aussi un problème psychologique par hasard. Ouais, justement. C'est pas un problème psychologique, parce que je pense que quand on verra par exemple un psychologue et qu'on pourra discuter avec ce psychologue là, est-ce que c'est pas un problème psychologique? Je ne saurais pas le dire, franchement. Bon, moi, je dirais que c'est un coup psychologique, parce que tout ce qui est autour de vous, l'environnement, tant que c'est pas... Voilà, tout ce que vous voyez, forcément, d'entrée de jeu, ça peut agir. Moi, bon, après, ça dépend de la façon dont vous gérez cela. Pour être déçu et décider maintenant d'évoluer, de faire votre propre expérience et réaliser. Donc, je pense que quelque part, comme Ezekiel dit, méfiance, d'accord, mais... Je pense que cette méfiance a aussi en son sein le sens de responsabilité. Exactement. Parce que tout ce que tu as dit tout à l'heure, il y a le sens de responsabilité. Il y a des choses, quand vous mettez à deux, quand tu ne le fais pas, soit c'est pas l'ignorance, ou soit négligence, ou bien voilà, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Et ça, c'est parce qu'on vous l'impose. Il y a les pressions familiales et sociales qui disent que ouais, bah, il faudrait que tu te maries, il faudrait que tu aies un enfant. Donc finalement, sous l'effet de ça, tu n'as pas su donc te maîtriser ou bien gérer, tu t'es lancé et puis bon après tu payes les pots cassés. Moi je ne le dirais pas assez. Oui. Tant que vous restez aligné avec ce que vous voulez dans votre vie, moi je pense que vous trouverez la voie qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'une personne qui est alignée avec elle-même, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît le chemin pour atteindre ce qu'elle veut, même si c'est le mariage, que ce soit la vie professionnelle, le mariage, je pense qu'on y arrive toujours, voilà, pas en moyen quelconque quoi. Donc pour moi je pense que il faut d'abord se connaître, être aligné avec soi-même, s'aimer soi-même, puis après je pense que c'est plus facile d'aimer les autres et de vivre avec eux. Bon, voilà, ça c'est comme ça, en tout cas c'est la manière dont je vois les choses. Je vais rajouter, quand tu dis que mariage réussit, aujourd'hui mariage réussit de moins en moins, je me dis que quelque part, ce truc-là qui manque à la réussite du mariage d'aujourd'hui, dans notre jour, aujourd'hui, oui, aujourd'hui ça manque, parce que bon, il faudrait que les jeunes aillent beaucoup plus à l'école des aînés pour en savoir beaucoup plus par rapport aux tenants, aux aboutissants de cela, pour voir ce qui a manqué et faire ce sacrifice-là pour que ça réussisse. Parce qu'on dit mariage, être en couple, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut faire taire à un moment donné son orgueil, accepter faire des sacrifices, faire certains compromis parce que vous avez un objectif en commun. L'essentiel, c'est de pouvoir aboutir à cela. Donc, c'est important. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont peur. Les gens ne veulent pas revenir en arrière
pour apprendre ça. Et puis, bon, comme tu l'as dit, il y a le coût psychologique aussi. Je vais me lancer dans ça. Comment est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va réussir? Déjà, mentalement, c'est négatif. Donc, à aucun moment, ça ne peut pas réussir. Au même moment, quand tu parles de mariage réussi, de moins en moins. Mais dans ce même pays, il y a des mariages réussis. Évidemment, donc, ça dépend de... Je parle du fait que je ne connais pas les chiffres, mais je sais que c'est vrai que c'est de moins en moins qu'avant. Par exemple, je lisais un truc sur Twitter la dernière fois par rapport à Denzel Washington qui fêtait l'anniversaire de mariage, 40 ans de mariage avec sa femme. Et on lui demandait, mais c'est quoi le secret pour durer longtemps dans le mariage? Il dit que lui, il sait qu'il aime sa femme, donc quand sa femme dit un truc, il la ferme, il l'exécute et il avance. Voilà. Ils ont trouvé l'équilibre dans leur couple. Voilà. Il sait que sa femme peut diriger son couple à tous les niveaux. Il dit que quand sa femme dit un truc, il se tait, il suit. Bon, c'est pas forcément le cas tout le temps, mais il vous donne les bases de... exactement. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on ait de plus en plus ça aussi dans nos relations. Je ne vois pas forcément que la femme doit donner l'ordre. Non, même pas, ça dépend. C'est-à-dire que trouver l'équilibre de la relation aide à mieux avancer. Exactement. Ça dépend de beaucoup de paramètres et de beaucoup de choses. Il y a des gens même qui disent que il suffit que j'ai un enfant, puis bon, ça va. Je ne veux pas donc être en couple, moi tranquille, ça me va. Mais on sait tous que bon, ils souffrent tous. Et qu'elle suit, vous allez revenir à la case départ. Ça, c'est clair. Il y en a aussi qui sont très à l'aise avec très à l'aise avec ça. Ouais, mais c'est pas toujours évident. Parce que je sais que les gens associent ça un peu au fait de, que ces gens se promènent. Que la bordellerie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment alignés avec ça et qui vivent pleinement ça. Qui le vivent comme deux personnes qui s'aiment aussi. Cette personne vit seule et elle s'aime aussi, comme ces deux personnes. Donc, je pense que la différence peut se poser à chaque fois, mais c'est toujours une histoire de savoir rester aligné avec soi-même, comme je l'ai dit toujours, de savoir ce qu'on veut. Bien, qu'est-ce que je peux ajouter? Je dirais tout simplement que, comment dire, le célibat, c'est avant tout peut-être un choix né, je dis bien peut-être, un choix né d'une blessure. Peut-être. Un choix né d'une blessure. Peut-être. Peut-être. C'est pourquoi j'ajoute le peut-être. Non, soyons clairs, je pense que plus ça. Ok. Plus ça. Alors, si ce choix est né d'une blessure, vous le savez, nous dans cette émission, on ne fait que parler des psychologues. Du coup, si vous avez envie de rebondir, essayez d'aller vers un psychologue, essayez de vous guérir, de vous soigner émotionnellement. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir vous mettre à nouveau dans une relation. Parce que vous serez tout le temps en train de faire des calculs. Vous vous direz, est-ce que si je vais, ça va marcher, telle chose va... Non. Essayez juste de guérir intérieurement avant de vous lancer. C'est très, très, très important. Également, on peut dire que y a la peur d'aimer aussi, parce qu'on se dit qu'on ne se sent pas véritablement prêt à sacrifier notre confort pour le bonheur de l'autre. Alors que dans un couple, c'est un compromis en fait. C'est du 50-50. On ne peut pas être égoïste et dire que c'est l'autre forcément qui doit apporter pour lui. On doit également envoyer notre part. Du coup, essayez de voir, bon, si le célibat vous va... C'est comme une maison en fait, c'est comme une maison qu'on construit. Vous pouvez rester dans la maison, être à l'aise, mais ne vous enterrez pas quand même dans cette maison-là, quoi. Voilà, ne vous enterrez pas dans cette maison. Parce que l'amour, c'est beau, hein. L'amour, surtout quand on vous aime, c'est encore chic. C'est doux. Essayez de faire la part des choses. Si vous sentez que vous avez mal, mais que vous avez envie de vous mettre en relation, que vous n'êtes pas prêt du tout, allez vers un psychologue. Les psychologues sont là. Personne ne va vous traiter de fou ou bien de folle. C'est très important de guérir émotionnellement avant de pouvoir espérer sortir du célibat. Voilà, c'est donc tout pour la causerie. Nous allons marquer une courte pause et puis on attaque avec Jenny Motep. À tout de suite. Le 35e numéro de Dagon Magazine
M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Je vous le disais qu'après la pause, nous allons parler de Génie Imhotep et aujourd'hui, nous parlons du championnat national Génie Imhotep 2026. Comprenez donc que c'est l'apothéose. A tout de suite après le jingle. Alors, Willy, tu vas nous faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ce week-end, je vais dire. Exactement. Depuis vendredi. Depuis vendredi. Le week-end était tellement et on a surchargé. fini le dimanche vers 1h, 2h. Je ne sais pas non plus. Wow, voilà. C'était la pluie. Voilà, sinon... Alors, les rideaux sont donc tombés sur la première édition du championnat national Génie Imhotep. Après donc près de 3 mois de compétition dans les 7 régions éducatives du Togo, les 7 champions régionaux se sont retrouvés au Palais des Congrès de Lomé pour l'ultime confrontation. Et lancé le 3 avril au lycée de Zébévi à l'initiative de M-Afrique, ce jeu de culture générale en santé publique a mobilisé plus de 250 établissements scolaires secondaires. Au terme des différentes phases communales, préfectorales, inspectorales, régionales, puis des demi-finales, le lycée Adétikop et le lycée scientifique de Kara ont décroché leur ticket pour la grande finale disputée samedi 27 juin dernier devant un public nombreux. Reportage sur cette apothéose avec Victorine Diagoué et Jacques Sarah. L'hymne national togolais retentit fort ici, dans l'enceinte du Palais des Congrès de Lomé, donnant le ton d'une finale patriotique, riche en émotions et en démonstrations de savoir. La première édition du championnat national Génie Imhotep a refermé ses portes en beauté, en présence des autorités administratives, traditionnelles, éducatives, sanitaires et des partenaires et Madame le gouverneur du district autonome de Grand Lomé, venu célébrer l'excellence scolaire. Placée sous le thème « L'école, un lieu de révélation des talents et des vocations », cette compétition a mis en lumière une jeunesse capable de conjuguer connaissances académiques, culture générale, endurance et maîtrise des questions de santé. Face à face, le lycée scientifique de Kara et le lycée Adétikopé se sont affrontés au cours d'une dizaine de rubriques portant notamment sur l'état de choc, le diagnostic, la consultation, le dossier médical, l'orthopédie, le scanner ou encore l'imagerie médicale. À l'issue d'une confrontation intense, le lycée Adétikopé s'est montré plus régulier et s'est imposé avec 490 points contre 360, décrochant ainsi le premier sacré de l'histoire du championnat national Génie Imhotep. Une victoire accueillie dans une explosion de joie par les élèves. Tandis que le lycée scientifique de Kara peut également se réjouir d'un parcours remarquable. Nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match. C'est vrai que le concours n'a pas été facile, il a été fait de moments difficiles, de moments un peu moins difficiles. Nous avons rencontré des hauts et des bas, mais nous sommes heureux d'avoir pu tenir bon et d'avoir remporté ce concours. Je dirais que c'est l'une des meilleures initiatives que je connaisse, car elle permet de promouvoir la jeunesse et ses talents. On ne peut que l'applaudir. C'est déjà une bonne initiative. On a eu à parcourir beaucoup de
phase et maintenant nous sommes arrivés à la phase nationale jusqu'à nous sommes arrivés en finale. C'était très rude, nous avons eu à beaucoup travailler, oui, mais même si nous n'avons pas eu à gagner la finale, nous saluons vraiment l'initiative. Une satisfaction également partagée par les autorités présentes qui saluent une initiative contribuant à révéler les talents, à promouvoir la culture scientifique et à préparer une jeunesse davantage sensibilisée aux enjeux de santé. Aujourd'hui, on est arrivé à la phase finale. Nous avons le bonheur de remporter cette finale à Grand Lomé et nous avons des éléments sûrs. Les enfants là nous ont émerveillés et nous comptons renforcer l'encadrement pour qu'ils puissent aller à un niveau plus élevé de maîtrise de ces connaissances et de maîtrise de ces savoir-faire qu'ils ont démontrés. Je voudrais également dire un sincère merci à M-Afrique et son président qui a eu l'initiative de ce projet qui réunit la jeunesse qui était restée pendant longtemps amorphe. Voyez combien c'est beau, cette jeunesse qui est épanouie, déjà épanouie, cette jeunesse qui se réveille. Partenaire de cette première édition, l'UNFPA réaffirme son engagement aux côtés des initiateurs du projet pour accompagner la formation d'une jeunesse responsable, informée, en bonne santé et actrice de son développement. Nous pensons que renforcer les jeunes, renforcer nos petits frères, nos enfants, nos petites filles, nos jeunes filles permettront de pouvoir leur donner la capacité qu'il faut pour prendre des décisions assez utiles pour la société. L'UNFPA reste totalement à disposition pour continuer à soutenir de telles actions au profit et en faveur des jeunes. Très ému par le succès de cette première édition, le promoteur du championnat se félicite de l'engouement suscité par cette initiative et donne déjà rendez-vous pour la prochaine édition. Pour ma part, c'est une satisfaction, d'autant plus que cela montre à suffisance que les élèves ont appris. Les élèves ont fait un bon jeu. Les élèves s'adonnent à ce jeu de culture générale en santé publique et on peut s'en réjouir. Et également, la satisfaction, c'est au niveau de l'organisation. Lorsque vous voyez les couleurs, les différentes couleurs dans ce grand bâtiment, dans ce grand palais de congrès, cela montre à suffisance que les chefs d'inspection, les chefs d'établissement ont joué leur partition. Vous avez vu l'engouement dans la salle, ça serait courant janvier 2027 pour finir en mars, début avril 2027 lors des semaines culturelles. En plus du trophée et des médailles, le lycée Adéti Kopé repart avec une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Fort de cette première expérience réussie, le championnat national Génie Imhotep donne déjà rendez-vous aux établissements scolaires l'année prochaine pour une deuxième édition qui s'annonce encore plus ambitieuse. Dans la soirée, un dîner de gala a mis fin à ce beau parcours de cette première édition. Voilà les meilleures belles images pour clôturer donc ce reportage de la grande finale championnat national Génie Imhotep première édition sur lequel le rideau est finalement tombé. Donc rendez-vous l'année prochaine pour une autre phase de championnat national Génie Imhotep. Et félicitations lycée Adéti Kopé. Pour ne pas dire félicitations aux 6 autres équipes également. Voilà. On continue. Quelque chose à ajouter? C'est bon? Quoi dire d'autre? C'était tout simplement waouh en fait. Nous on a tout vécu. Toi tu as tout dit. C'est bon. Alors on va passer donc au mot doc. Voilà le tout dernier virage dans cette émission. Et le thème que vous allez regarder, c'est le fanatique. Le mot doc, c'est la web série de Centre Médical avec Michel Gou et sa team. Regardez.
Armel Silver Dongou. Armel Silver Dongou. Alias Zidane des Zidane. Ouais, mon frère. Tu sais, quand je dis aux gens que tu es mon frère jumeau, ils ne me croient pas. Ah, c'est pas tous les jumeaux qui se ressemblent. Tu vois, non? Non, mais attends, est-ce que pour être jumeau, là, on a besoin d'avoir le même âge? Non. Tu peux être mon frère jumeau. Mais moi, je peux être âgé que toi pendant de 5 à 10 ans, ça fait rien. Ça, c'est rien, ça. Mais ce qui est sûr, on est jumeaux, on est jumeaux. On s'en fout maintenant des autres. Attends, je te rappelle, je te rappelle. Oh, vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Il souffle. Il souffle. Non, on va aux urgences en même temps. Pourquoi faire aux urgences? On fait quoi là-bas? On mange là-bas, on mange placalu là-bas. Tu es malade, ça, moi tu veux parler mal. Ça, moi attends, tu veux me parler mal. Ok. Hein? Ok, ça va. J'ai dit rentre pas là-bas. Pourquoi? Regarde-moi ce goguenard là, un farfelu comme ça, toi tu es malade et c'est toi qui portes le maillot de Real Madrid. Mais Real Madrid là, ça rentre pas ici. Tu sais pas que ici là, tout le monde est Barça. Je vais te gifler. Regarde-moi ça. Tu rentres pas, ton terminus là, c'est ici. Tu rentres pas ici avec ce maillot là. Le pays souffre. C'est ça qu'on est regardé, tu vas me tuer. Ah bon, tu parles? Tu vas me tuer. Tu as bouche pour parler? Oui. Tu as bouche pour parler? Attends, moi je parle et puis tu parles. Mais c'est mon équipe. C'est ton équipe. C'est que tu rentres pas ici. Tu vas aller mourir avec ton maillot là. Allez, sors. Il ne faut pas faire ça. Non, il va sortir. Attends, est-ce que vous me connaissez? Regarde, il n'a qu'à sortir. J'ai dit, il n'a qu'à sortir. Attends. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui là. Lui là, il est venu. Quand on l'a pris sur civière, lui là, il était devant. C'est lui qui a tenu la civière par devant. Maintenant, lui, il était derrière là-bas. Et puis, ils sont rentrés. Les pieds en avant. Okay. Quand ils sont venus, ils ont déposé ça ici. Pourquoi vous le déposez? J'ai dit, mais pourquoi vous déposez le malade ici? Il souffre. Il dit, c'est là maintenant, lui il dit, on veut voir le docteur. J'ai dit, bon, est-ce que vous ne connaissez pas les urgences? Amenez-le aux urgences. C'est là lui-même, il s'est levé, il dit non, moi je ne veux pas aux urgences. Je ne veux pas aux urgences. Mais toi tu es malade. Madame, tout ce qu'il raconte là, c'est faux. C'est M. Go qui veut mettre ce monsieur là dehors parce qu'il a porté le maillot du Real de Madrid. Petit! C'est la vérité. Monsieur Go. Ah, et voilà ça. Pitié, mon père. Il a été giflé. Bienvenue au quiz game du jour des MODOC. Parmi ces situations, laquelle nécessite une consultation aux urgences? A. Une légère fatigue depuis plusieurs semaines. B. Une fracture après une chute. C. Une demande de certificat médical. D. Un renouvellement d'ordonnance. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Retour donc sur ce plateau, dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV pour clore en toute beauté cette émission de ce mardi 30 juin 2026. Merci Ezekiel d'être là. Toujours un plaisir d'être avec vous. On espère qu'on ne va plus te perdre de vue. Hein. Ça dépend. Ça dépend pas de moi. Ah ouais, ça dépend aussi. Merci beaucoup Blandine. Non, moi je suis là. Toujours. Toujours. Voilà. Fidèle au poste. C'est ça. On dit souvent que je ne suis qu'un pion sur la dame, sur la table exactement. de dame. Donc, on te glisse à gauche, tu vas à gauche. Voilà, exactement. Parfait, ça va. Allez, merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Le prochain rendez-vous, c'est demain, à partir de 10h30 pour l'heure. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.